Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et oui, c'est Alsace 20 et nous retrouverons tout à l'heure Sabrina Keller, la présidente de Femmes de Foot. Elle accueille une libraire et voyageuse, Jennifer Worms, le Morvan. On parlera également de la merveilleuse histoire de l'Europe avec ses pères fondateurs. Nous recevrons pour ce faire Jean-Louis de Valmigère. Dans l'actualité, un ballon sera lancé dans la stratosphère demain. Mais évidemment, vous vous en doutez, ça reste soumis à la météo. Ça se passera depuis le fort de Chenambourg. Et c'est Marc Alter, le président du fort de Chenambourg, de l'association, qui sera parmi nous dans quelques minutes. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, 538 000 visiteurs ont visité le Haut-Königsbourg l'an dernier. Comment leur donner envie de revenir? Comment en attirer d'autres? On vous emmènera découvrir en avant-première quelques-unes des nouvelles visites. À Strasbourg, le Conseil de l'Europe célèbre ses 70 ans, alors que la France s'apprête à prendre sa présidence pour 6 mois, avec de nombreux enjeux et défis à la clé. Et puis, vous les avez peut-être croisés dans les rues aujourd'hui, 800 collégiens se sont promenés à Strasbourg pour une chasse au trésor géante sur le thème de la citoyenneté. Mais pour commencer, avant jour des élections européennes, les réunions publiques et meetings se multiplient. 33 listes sont officiellement déposées. Hier à Strasbourg, écologistes et régionalistes ont présenté leur liste commune. En effet, plusieurs représentants de la Fédération Régions et Peuples Solidaires figurent sur la liste conduite par Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts. Un partenariat dit historique entre les deux mouvements, puisqu'ils s'étaient déjà alliés dès 1989. On écoute tout de suite François Alfonsi, il est numéro 9 de la liste et il est au micro de Fanny Kunz. Il y a des politiques européennes qui sont très importantes en région. Je pense à la politique agricole commune, le FEDER, le développement régional par définition, les politiques transfrontalières qui sont très importantes, notamment pour des régions comme l'Alsace. Je pense que dépasser l'Europe des États, c'est à la fois donner un second souffle à l'Europe, apporter de meilleures réponses aux défis écologiques et donner satisfaction à la demande démocratique de peuples qui veulent être partie prenante avec leur identité, avec leur histoire et avec leur volonté d'avenir au sein de l'Union européenne. Nous voyons en l'Europe un allié précieux. C'est l'Europe qui propose la charte européenne des langues régionales et minoritaires, la charte européenne de l'autonomie locale et régionale. Et donc l'Europe est une alliée des régions, mais des vraies régions, les régions à identité, à histoire, comme l'Alsace, comme la Bretagne, la Corse, etc. Et d'autres candidats seront présents en Alsace ces prochains jours. Jeudi à Strasbourg, le parti animaliste se réunira. Et alors que Nathalie Arthaud et Nathalie Loiseau, respectivement tête de liste de Lutte ouvrière et de La République en marche, sont attendus ce week-end. Europe toujours, mais du Parlement européen, nous allons passer au Conseil de l'Europe. Si les deux institutions partagent le même drapeau et ont toutes les deux un siège à Strasbourg, elles sont tout à fait indépendantes l'une de l'autre. Au Conseil de l'Europe, 47 États traitent essentiellement des droits de l'homme. À sa tête, une présidence tournante, et c'est au tour de la France de la prendre pour 6 mois. Fanny Kunz nous explique quelques-uns de ces enjeux. Veiller au respect de la démocratie et des droits de l'homme, c'est la mission principale du Conseil de l'Europe depuis sa création il y a 70 ans à Strasbourg. De 10, ses États membres sont aujourd'hui 47. La France est un membre fondateur, elle s'apprête à reprendre la tête du comité des ministres du Conseil de l'Europe pour 6 mois, plus de 20 ans après sa dernière présidence en 1997. Jean-Baptiste Mattei sera son représentant. Les ambassadeurs, collectivement, forment ce qu'on appelle le comité des délégués des ministres à Strasbourg et on est un peu l'organe de pilotage, si vous voulez, de l'organisation. Donc c'est nous qui donnons les grandes orientations politiques, qui avons des discussions sur les thèmes les plus délicats, qui contribuons aussi à élire le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Et donc nous travaillons en lien étroit aussi avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Mais notre rôle donc, est un peu une sorte de conseil d'administration, si vous voulez, de l'organisation, qui est chargé d'en assurer le pilotage. Vraisemblablement, on ne va pas pouvoir faire de très grandes avancées comme on a pu le faire dans les années 90 ou les années 2000. On est plutôt dans une période où il faut
préserver et consolider les acquis du Conseil de l'Europe. Et ce serait déjà formidable dans le contexte actuel, avec la montée des populismes, la montée des nationalismes, tous les problèmes qu'on connaît en Turquie, en Russie et ailleurs. Ce serait déjà formidable de préserver les acquis qui nous ont été légués par les pères fondateurs. Le Conseil de l'Europe intervient sur de nombreuses questions autour des droits sociaux et met notamment l'accent sur les droits de l'enfant, la lutte contre le racisme ou encore la cybercriminalité. La France succède à la Finlande et à travers sa présidence, elle souhaite poursuivre le travail sur 3 nouveaux axes. Préserver et consolider le système européen des droits de l'homme, promouvoir l'égalité et le vivre ensemble et répondre aux nouveaux défis des droits de l'homme face aux nouvelles technologies. Strasbourg est la capitale des droits de l'homme et de la démocratie en Europe. On a la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, et tout citoyen européen peut s'adresser à la Cour lorsque ses droits n'ont pas été reconnus sur le plan national. Et donc nous souhaitons vraiment consolider tout cela, renforcer le poids de la Cour, renforcer le dialogue avec les juges nationaux. Deuxième grande priorité, c'est la promotion de l'égalité et du vivre ensemble. On souhaite notamment mettre l'accent sur l'égalité entre les femmes et les hommes et sur la violence contre les femmes. Et puis troisième priorité, c'est la réponse aux grands défis modernes. Alors il y a évidemment le numérique, il y a l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Et nous souhaitons travailler sous l'angle des droits de l'homme. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle pour les droits de l'homme? Et donc on va réunir à Strasbourg les ministres de la Justice en octobre pour débattre de ces grands enjeux. Durant 6 mois, la France tentera de faire face à ces défis. Son mandat est également marqué par le 70e anniversaire de la naissance du Conseil de l'Europe. Une exposition retracera son histoire et la célébration officielle devrait avoir lieu le 1er octobre en présence du président de la République, Emmanuel Macron. C'est un des sites les plus visités d'Alsace. Le Haut-Königsbourg veille sur la région depuis plusieurs centaines d'années. Mais comment raconter son histoire tout en l'ancrant dans notre époque? Le point sur les nouveautés pour cette saison avec Camille Roland. Entendez-vous le bruit de la charrette qui monte vers la cour? C'est Thoman le vigneron. Comme toutes les veilles de banquet, il vient ravitailler le comte. C'est que le seigneur du château aime m'offrir à ses convives le meilleur de ce que l'on trouve dans sa seigneurie. Toucher des épices, écouter un conte, essayer un gant de chevalier, avec ses 5 sens, c'est plus facile d'imaginer la vie d'un châtelain au temps des châteaux forts. Depuis peu, Yves, guide au château du Haut-Königsbourg, propose au public des visites sensorielles, l'occasion d'inclure les personnes à mobilité réduite avec un handicap visuel ou auditif. Pendant tout le parcours, on va faire comprendre la vie dans un château fort au Moyen-Âge avec une partie vraiment sensorielle. Toucher, écouter, ressentir les choses pour comprendre un peu comme si on y vivait ou si on y avait vécu. Beaucoup ont peur que ce soit trop scientifique ou trop compliqué ou qu'ils n'arrivent pas à tout suivre, ne serait-ce que physiquement. Et donc on essaye d'offrir quelque chose qui va permettre à tout le monde de participer. Un peu plus loin, c'est depuis son fauteuil que l'on peut découvrir le château. Un jeune étudiant, chercheur de l'INSA, expérimente une visite numérique de la cour du logis, visible grâce à un casque de réalité virtuelle. Ça, c'est un système de réalité virtuelle qui permet de s'immerger dans un modèle 3D. Et donc, ce que vous voyez là, dans ces lunettes-là, c'est le château, mais sous une forme un peu spéciale parce qu'il est composé ici de millions de points qu'on a pu acquérir avec un système de lasergrammétrie terrestre, donc c'est un scanner laser 3D. Donc c'est un côté ludique et puis ça permet d'avoir aussi des points de vue inédits qu'on n'a pas dans le cadre des visites qui se font actuellement. C'est avec ces nouvelles visites insolites que la forteresse alsacienne souhaite attirer plus de monde. En 2018, le château a accueilli 538 000 visiteurs et les Alsaciens ne sont pas en reste avec une hausse d'environ 15% par rapport à 2017. Alors pour rester dans cette dynamique, une programmation riche et de grands chantiers sont annoncés pour la nouvelle saison. Pour attirer à nouveau les Alsaciens, les Haut-Rhinois, les Bas-Rhinois, on doit se renouveler. Donc ça passe par de l'événementiel, ça passe par des visites insolites, ça passe par des animations. Les grands chantiers, bien sûr, c'est l'amélioration de notre restaurant, qui est extraordinaire, mais dans un lieu qui demande à être aménagé à nouveau. On va restaurer aussi une fresque de Schnoog, et Léon Schnoog est un artiste reconnu en Alsace. D'autres événements attendent le public, avec un été en musique au rythme des chanteurs Luc Arbogast et Vaiteani, des ateliers de découverte des plantes médiévales, mais aussi l'étape du Tour de France au château.
Le département, propriétaire du château, va aussi investir 5 millions d'euros pour agrandir le restaurant et améliorer l'accueil. Son ambition est de positionner le château comme lieu culturel de proximité, mais également de participer au développement du patrimoine castral rhénan. On parle toujours des châteaux de la Loire, des châteaux cathares. Et malheureusement, les châteaux alsaciens n'ont pas encore cette renommée. Mais je dis bien pas encore, parce que l'objectif, c'est qu'ils atteignent cette renommée. Il y a un vrai potentiel, il y a 80 châteaux visitables en Alsace. Notre enjeu, c'est de faire un label des châteaux du Rhin supérieur, de mettre aussi les châteaux en fantastique. C'est-à-dire que c'est quoi mettre les châteaux en fantastique? C'est à la fois veiller à transmettre ce patrimoine, à faire découvrir ce patrimoine historique et en même temps utiliser les nouvelles technologies numériques pour rendre les visites extraordinaires. Niché à près de 800 mètres d'altitude, le château du Haut-Königsbourg domine la plaine d'Alsace depuis le XIIe siècle. Vestige du passé, il a su traverser les siècles et compte bien s'adapter aux défis du XXIe siècle. 800 collégiens alsaciens se sont lancés aujourd'hui dans un rallye dans les rues de Strasbourg. L'événement a pour but d'éduquer les enfants à la citoyenneté, tout en les aidant à découvrir les secrets de la capitale alsacienne. Romain Hirt les a suivis. Partir à la chasse au trésor dans les rues de Strasbourg. C'est à cette expérience qu'ont participé près de 800 collégiens aujourd'hui. Le trésor pour chasser, la culture alsacienne et les institutions strasbourgeoises. Ça nous fait découvrir la ville de Strasbourg et il y a des énigmes, on doit les trouver. Après, il y a aussi, tout en faisant le tour, on découvre l'histoire de Strasbourg, le passé de notre ville de Strasbourg qui est quand même une belle ville. Ça nous apporte aussi d'une journée sortir du cadre scolaire. C'est bien aussi de faire avec les éducateurs une sortie pour prouver quand même qu'ils ont un peu envie de nous faire plaisir. Je crois quand même que c'est le but aussi de ça. Au-delà de l'aspect ludique, c'est donc avant tout un cours d'éducation civique grandeur nature auquel participent ces collégiens. Moi je travaille dans un collège où en fait les enfants ils sortent très peu du quartier, donc du coup ça leur permet de découvrir Strasbourg. L'air de rien, c'est vraiment très important, on passe dans des lieux de Strasbourg qu'ils ne connaissent pas. Et puis il y a aussi toutes les règles de civilité, de citoyenneté qui sont revues tout au long de la journée sur les stands, mais aussi lors des déplacements. Et rien que ça déjà c'est une journée qui est super importante pour eux quoi, et pour nous aussi. Ça nous permet d'utiliser ce qui a été vu pendant cette journée après dans les cours quoi. Ce raid urbain est organisé dans le cadre d'un partenariat entre les associations Educap City et le Centre de loisirs et de la jeunesse de la police nationale. Les objectifs de cette démarche sont simples. Favoriser la mixité sociale, développer le savoir et promouvoir la citoyenneté. Pour les organisateurs, c'est en accompagnant ces jeunes adolescents qu'on plante les graines de la société de demain. Ces enfants sont accueillis au Conseil de l'Europe, au Parlement européen, à la préfecture, à la SNCF. Donc ils vont apprendre un petit peu l'utilité de ces différents services, l'Office des sports, du milieu associatif, et ils vont à la rencontre de ces personnes-là. L'idée c'est qu'ils apprennent des choses en lien avec ce qui les concerne quoi. Les meilleurs explorateurs de la journée se rendront à Paris pour une dernière aventure. Une finale nationale où ils pourront représenter fièrement leur ville et son héritage. Et on termine ce journal avec l'image du jour, elle est signée d'Oliviane. Frisson garanti et pas seulement parce qu'il fait 12 degrés dans les galeries. Le 31 mai et 1er juin prochain, le parc Tellure de Sainte-Marie-aux-Mines propose un rescue game inédit à base de zombies. Par petits groupes de 10 personnes, sous terre, dans l'ensemble des galeries de la mine d'argent, vous tenterez de ressortir vivant des galeries, malgré les embûches et les créatures malveillantes. Réservation sur le site de Tellure au prix de 30 € par personne, pour environ 2h30 d'horreur. Voilà, ça vous tente, Anna, pour trembler? Pourquoi pas? Moyen. Merci pour l'info. On accueille le plateau. Sabrina Keller, présidente de Femmes de Foot, venez nous rejoindre avec votre invité Jennifer Worms, le Morvan. Marc Alter est avec nous, président du Fort de Chenambourg, et l'Européen convaincu Jean-Louis de Valmigère. On va évidemment parler de la merveilleuse histoire de l'Europe. Il en avait même été question tout à l'heure dans le JT. Tout cela, c'est juste après le temps en Alsace. Décompter, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous présente la météo. Bonjour à tous,
tous et bienvenue sur Alsace 20. C'est un mercredi un petit peu compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. La pluie sera présente et ce dès votre réveil absolument partout en Alsace ainsi qu'aux frontières rhénanes. Les valeurs matinales, il fera 7 degrés, ce sera la minimale du côté de Saverne, 8 degrés sur le reste du territoire alsacien, 8 degrés que vous retrouvez à Pratteln et 9 degrés ce sera la maximale chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. Dans l'après-midi, pas d'amélioration, toujours de la pluie sur les 3 territoires et les températures quant à elles dans l'après-midi atteindront 12 degrés si vous êtes chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg ainsi que dans le nord de la Suisse, 13 degrés ce sera à Sierentz et Wissembourg et 14 degrés si vous êtes à Saverne, Strasbourg ou Colmar. Votre journée de jeudi, une petite amélioration, toujours quelques averses, vous allez quand même avoir de temps en temps quelques rayons de soleil et les valeurs iront de 14 à 16 degrés dans votre après-midi. En ce mercredi, nous célébrons les désirés. Le soleil se lèvera à 5h58 pour vous dire au revoir à 20h53. Excellent moment avec nous sur Alsace 20 et à demain. Décomptaire, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous a présenté la météo. On va parler d'Europe dans quelques petites secondes. On vient juste de voir la météo et Marc Alter est notre invité. On va vous voir dans quelques instants, Marc. Demain, en principe, sur le fort de Chenambourg, eh bien, un ballon aurait dû s'envoler dans la stratosphère. On va en parler quand même parce que c'est un boulot incroyable avec des élèves. Mais vu la météo, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bien, je pense que pour demain, en fait, il y avait 2 ballons sondes qui devaient être envoyés dans la stratosphère en coopération avec l'école des arts et métiers de Strasbourg. Quand vous voyez la météo là, vous dites c'est pas possible? Ben là, on ne peut pas parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait plus de 20 km/h de vent et pas de pluie. Et donc, les ballons auraient pris la trajectoire qu'il ne fallait pas. Et toutes les expériences qui étaient liées à cette montée qui est unique... c'est reporté. C'est reporté. Alors, on va vous expliquer ça. Ça sera dans quelques minutes. Avant cela, petit tour d'Europe dans moins de 3 semaines. Il y aura les élections européennes. Je ne vous demande pas, Jean-Louis, si vous allez voter, bien évidemment. Évidemment, je rentre même avec pour ça. Voilà, 33 listes. C'est quand même un peu beaucoup. C'est dur de s'y retrouver. C'est dommage. Ouais. C'est pas fait pour rendre l'Europe plus sympathique et pourtant elle l'est vraiment. Eh ben, on va en parler de cette Europe sympathique. D'ailleurs, vous êtes un Européen convaincu, vous répétez à l'envi, l'Europe préexiste aux États. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'il y a les États, mais l'Europe est quelque part au-dessus de tout cela. L'Europe préexiste aux États, elle est fondée sur des valeurs et notamment sur l'humanisme. Tout à fait. Si on prend 2000 ans environ d'histoire de l'Europe, on peut remonter encore plus loin. Mais si on prend 2000 ans, les États, c'est 2 siècles. Ouais, c'est ça. Au moment du traité de Vienne, donc Napoléon, Vienne, 1815, l'Allemagne n'existe pas, l'Italie n'existe pas, bon, la France existe, mais il y a plein de pays qui n'ont pas du tout de forme, et leur forme actuelle n'est pas de forme du tout d'ailleurs, et les nations commencent vraiment à s'installer à ce moment-là. C'est ce qu'on comprend à la lecture de ce livre. Alors c'est un petit bouquin comme ça qui est très facile, qui est très digeste, qui est très didactique. Alors j'ai juste moi un bémol, c'est le titre. Je suis un Européen convaincu et ça s'appelle La merveilleuse histoire de l'Europe. Mais dans cet ouvrage, je ne sais pas si elle est si merveilleuse que ça. Vous nous rappelez l'histoire des guerres. Vous nous rappelez les invasions arabes entre 700 et 800, stoppées à Poitiers, on connaît bien. Vous nous racontez les Vikings en 845 qui attaquent Paris. Je l'avais oublié, puis ils vont s'attaquer à l'Europe. Vous nous rappelez l'esclavage en 1440 avec le premier marché aux esclaves qui est au Portugal. Donc évidemment, en Europe, c'est 10 millions de femmes et d'enfants africains qui seront déportés. Vous nous rappelez les guerres napoléoniennes, vous nous rappelez les 2 guerres mondiales. Voilà, avec ce nazisme de nos voisins allemands. Aujourd'hui, on est évidemment dans une amitié franco-allemande, mais c'est quand même l'Europe qui est tout cela. Et vous nous rappelez évidemment la peste, qu'on avait aussi oubliée en 1350. C'est un quart de la population européenne qui va être décimée. Un quart de la population européenne, Sabrina, c'est à l'époque 25 millions de morts. Elle est merveilleuse, l'Europe? C'est toujours moins que la dernière guerre. Oui. Non, elle est merveilleuse parce que ça se termine bien, et elle est merveilleuse parce qu'elle progresse et elle a des vraies valeurs. C'est-à-dire que les valeurs qui nous fondent commencent, déjà existent un peu avec l'Empire romain. Enfin, il y a quand même un droit. On ne fait pas n'importe quoi. On juge les gens parce qu'il y a un droit. Il y a une administration, il y a des routes. Enfin, il y a une unité. Et puis, ce droit continue. Le christianisme est le 2e fondateur de l'Europe, puis les Lumières. Donc, c'est vrai qu'il y a des incidents, mais il y en a dans toutes les histoires. Et ça se termine bien.
dans la mesure où maintenant, d'ailleurs on a entendu M. Mattei tout à l'heure parler de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a maintenant quelque chose de très beau qui se met en place. Malheureusement, on n'en parle pas. Et alors, très vite, il y a une raison précise à ce titre, mais qu'on arrête d'être catastrophiste à longueur de journée. On fait des tas de belles choses, il faut parler de ce qui est beau. Alors on va parler d'un premier Européen évidemment convaincu, c'est Erasme. Et Erasme a donné son nom quelque part à un programme que les étudiants connaissent bien, c'est Erasmus. Cet homme-là, c'est, on peut dire, pas un des pères fondateurs, mais en tout cas, c'est un des hommes qui croyait le plus à l'Europe en 1511. Hein. Mais il n'y croit pas, il est européen. À cette période-là, Erasme, comme Léonard de Vinci, plus tard, comme tous les humanistes rhénans, Strasbourg et tous les humanistes qu'il y a autour, comme tous les grands scientifiques, comme Galilée, comme Copernic, comme Kepler, comme... etc., je dirais tellement il y en a, ils n'ont pas de nation. Ils sont européens. Ils sont européens, mais oui, mais on dit Léonard de Vinci, et Léonard de Vinci n'est pas italien. L'Italie n'existe pas. Erasme, et il est drôle quand en même. France. Hein. En 1511, Jennifer Sabrina Marc, c'est quand même le premier qui dit « je suis citoyen du monde Oui. ». C'est une expression qui est très d'aujourd'hui finalement. Oui, complètement. Il le dit en 1511. Mais il le pense. Il y a Robert Schuman, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est un des pères de l'Europe actuelle. C'est d'une façon très évidente le père de l'Europe actuelle. Alors lui, il est mosellan, il est né allemand, parce que la Moselle, à ce moment-là, est allemande. Il est né... Il est un enfant du conflit. Il est un enfant du conflit et il fait partie de ces gens comme les Alsaciens qui disent non, ça va, on a donné, c'est fini, on n'en veut plus. Alors on découvre des choses très étonnantes et très intéressantes. Il faudra un jour une armée européenne, une démocratie européenne, si on est européen, mais l'armée européenne, déjà l'Europe empêche les guerres depuis 1945. Il y en a ça fait 70 ans de paix, ça fait 70 ans. Même. Voilà. Et à une époque, en 1950, une armée européenne se dessine. C'est très très bien et c'est la France qui va faire échouer ce qu'on appelle le CED, qui est la communauté européenne de défense. Oui. C'est drôle pour un pays qui se veut européen. C'est incroyable. Oui, mais à l'époque, il y avait déjà les souverainismes. On dit aujourd'hui, à l'époque, on disait les nationalismes. La France ne voulait pas se dessaisir de sa puissance. Et il y a eu tout un courant, et à droite et à gauche, qui a dit non, 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 on ne se dessaisit pas de notre armée, on ne veut pas. Ce grand machin, c'est 500 millions de citoyens, l'Europe aujourd'hui. Deuxième monnaie mondiale, c'est l'euro, hein, après le dollar. Ouais. À quand une véritable démocratie européenne? On va voter pour les européennes. Quand est-ce qu'un jour on se dira ok, il y a des éléments fondamentaux dans la démocratie qui doivent être gérés par une seule unité, qui serait l'Europe? Alors d'abord, je rappelle juste que dans le temps, ça a été comme ça, donc c'est pas nouveau. Ce que nous voulons faire, enfin ce que nous souhaitons n'est pas nouveau. Moi, je veux rien faire. Je suis pas un militant politique, hein, je suis un militant humaniste, c'est tout. Oui, l'Europe, comment dirais-je, pour la construire, il faut la construire avec le cœur des gens. C'est le but de ce livre. Alors je sais que c'est une goutte d'eau, je me fais pas d'illusions sur le fait que ce soit une goutte d'eau, mais c'est à force d'avoir des gouttes d'eau optimistes comme ça qu'on va y arriver. Le problème, c'est que quand on nous parle d'Europe, on nous parle que des choses désagréables. D'abord, on nous dit que c'est un marché. Je suis désolé. C'est d'abord une belle idée. Les jeunes, à l'époque de la Révolution française, se battaient pour liberté, égalité, fraternité, pas pour le CAC 40 ou pour une banque. Et là, c'est ce qu'on leur dit aux jeunes. C'est oui, l'Europe, c'est économique, c'est des marchés, c'est le grand marché, c'est le marché unique. On n'a que ce mot à la bouche. Ça ne leur parle pas. Donc, il faut leur dire quoi? Qu'il y a des valeurs. Il y a un combat à mener, qui est un combat qui pourrait être européen. Il y a un beau combat pour les jeunes. Et d'ailleurs, ils le sentent bien, ils le font. Mais il faut les laisser faire. Mais c'est l'écologie, c'est l'équilibre de la Terre, c'est sauver la planète. On s'est suicidé en Europe, 70 millions de morts à la dernière guerre, c'est un suicide. Enfin, 70 millions, c'est énorme. Et là, on se suicide à coups de produits chimiques, à coups d'air pollué, à coups de bouteilles plastiques dans la mer. Enfin, le combat écologique est un beau combat. Et je pense que les Européens sont capables de le mener. Je ne pense pas que les autres pays puissent le faire. La merveilleuse histoire de l'Europe avec beaucoup d'anecdotes. Mandela, quand il sort de 26 années de prison, eh bien, 3 mois après, il est accueilli par Simone Veil, présidente. Et rescapée des camps. Et rescapée des camps, au cœur de l'Europe. La merveilleuse histoire de l'Europe, c'est passionnant. On marque une toute petite pause. Sabrina, notre présidente de Femmes de Foot, vous avez cette petite chose que vous allez nous présenter. Une merveille aussi. Une merveille avec Jennifer dans un instant. On partira chez vous, au Fort de Chenambourg, bien évidemment, aussi pour parler de cette expérience. Ces ballons qui vont aller dans la stratosphère, c'est reporté de quelques jours, juste après ça.
Et retour sur le plateau de 24 ans d'Alsace avec la présidente de Femmes de Foot, Sabrina Keller. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot. Et toi, tu es trop content d'être là. Tu commençais déjà à parler. Non, c'est vrai. Et surtout, tu as un sujet formidablement passionnant ce soir. Ben ouais, c'est pour ça, j'avais hâte. Ce soir, je vous emmène au Népal, dans un village où quelques petites filles ont fait de leur passion pour le ballon rond un combat. Et c'est cette histoire vraie et passionnante que vous nous racontez, Jennifer Barbs-Le Morvan, avec Nicolas Wilde, on va quand même le citer. Cet album, c'est d'abord le fruit de belles rencontres, notamment avec un réalisateur, Bojraj Bhat. C'est ça. Alors je suis partie au Népal après le tremblement de terre et par hasard j'ai rencontré un documentariste. Je pense qu'il doit être un des seuls du Népal, mais ça pullule pas. Et donc on a beaucoup parlé et il m'a raconté cette histoire dingue de ces gamines qui sont à l'autre bout du Népal. Très très loin de Katmandou, 3 jours de marche, et qui, dès qu'elles ont un peu de temps, jouent au foot. C'est les jeunes filles qu'on voit là, c'est ça? Ce sont les jeunes filles qu'on voit là. Alors, vous avez surtout aussi en commun avec le réalisateur, avec votre éditrice, l'envie de promouvoir les moyens d'émancipation des jeunes filles. C'était important pour vous. Absolument, absolument. Ouais. Enfin, Bojraj, pour lui, c'est absolument... c'était pour ça qu'il est allé les filmer. Et mon éditrice des éditions Cépage, Bénédicte, elle a toujours eu des collections où on parlait d'enfants du bout du monde, donc elle est l'émancipation, l'aide aux pays pauvres. Enfin, elle a toujours voulu faire des albums engagés. Et donc là, vous racontez l'histoire de Sunakali et de ses amis dans un village perdu qui s'appelle Mougou. Vous les avez rencontrées, ces filles, en vrai. On les a rencontrées en vrai. Elles sont comment? Alors, elles sont charmantes, elles rigolent tout le temps. Ce sont des petites paysannes. Ce sont des paysannes, elles habitent loin de tout. Elles ne connaissent pas l'Internet, elles n'ont pas l'eau courante. Elles passent beaucoup de temps en tant que filles à aider leur maman. Et dès qu'elles ont un peu de temps, elles partent garder les chèvres et elles partent avec un ballon. En fait, Lionel, le premier village, il a 3 jours de marche. Donc, on voit un peu le truc dans les montagnes enneigées. Et effectivement, plutôt que de garder les chèvres, elles prennent leur ballon. Et un jour, une histoire vraie et magnifique, c'est un entraîneur qui arrive. Absolument, il y a un entraîneur qui a entendu parler de ces filles qui couraient vite, qui mangeaient pas grand-chose et qui couraient dans la montagne derrière un ballon. Et il est allé en sélectionner quelques-unes. Et il a monté une équipe. Et cette équipe, elle va vivre une expérience exceptionnelle puisqu'elle va finir par gagner cette Coupe du Népal en junior. C'est ça. Quelle histoire! C'est ça. Alors, et de là, Sunakali devient qui alors? Alors Sunakali, elle est devenue Himalayan Messi dans le journal local. En fait, c'est elle qui a marqué le Messi de l'Himalaya, d'où le sous-titre de l'album. Ouais. Vous dites pas bande dessinée d'ailleurs. On dit album parce que bande dessinée, c'est quand il y a des petits carrés avec des petits légendes, avec des petites bulles. Voilà. Et du coup, donc, elle gagne cette coupe. Ça va leur permettre de voyager, de partir à Bilbao. Elles ont été invitées en Espagne. En avion. Elles ont pris l'avion, elles ont fait de la radio. Et elles échappent aussi, et ça plus sérieusement, au mariage dès le plus jeune âge. Grâce à... Les jeunes filles dans ces villages sont mariées entre 12 et 14 ans. Et après, évidemment, elles ont leur vie de femme. Elles ont des enfants très jeunes. Et c'est vrai que Sunakali est une de ses amies. On continue leurs études à Katmandou grâce au foot. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles? Aujourd'hui, on a des nouvelles de Sunakali et d'une de ses amies. Elles sont en première année d'une école de commerce. Elle a quel âge, à peu près? Elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Les autres sont malheureusement, les autres amis sont repartis au village, ont été mariés. On peut pas, tout le monde n'est pas sauvé, mais on peut dire que ce sont des belles histoires et on espère qu'elles vont. Et aujourd'hui, il existe même à Mougou un projet de stade et une académie qui va se créer. Donc ça va permettre à ces jeunes filles de sortir de leur quotidien et de vivre autre chose. C'est bien ça? C'est un peu comme chez nous à la Méno, il y a une rénovation. Voilà. Chez nous, c'est une rénovation, chez eux, c'est une construction. Alors Bojraj Bhat, le documentariste, c'est lui qui a mis en place une fondation. Et il souhaite donc créer un stade au sein de ces villages, et avec un petit lieu où les enfants peuvent dormir et aller à l'école surtout. Il faut absolument se procurer cet album, il est magnifique. Moi, j'ai été extrêmement émue. Il sera disponible à partir du 14 mai. Je rappelle quand même, Lionel, qu'en juin 2019, c'est la France qui accueille la Coupe du Monde féminine et qu'ailleurs, des filles se battent pour jouer. Donc je crois peut-être qu'un jour, Sunakali
arrivera Peut-être. dans une coupe comme ça. On Elle a le 18 souhaite. ans, elle a que 18 ans, hein, une Eh carrière oui, devant elle. Quoi. on ne sait pas, peut-être qu'il y aura une boîte à rêves de femmes de foot qui va aller à la rencontre de Souna Kali. Voilà, et tout à l'heure Jennifer me disait, j'aimerais revoyager à la fin de l'année, repartir, un grand périple, et terminer au Népal pour savoir où est-ce qu'on en est. Absolument. Vous voulez voir le stade? Je voudrais voir le stade qui n'existera pas encore et leur ramener l'album et leur montrer. Et ils ne l'ont pas vu encore, ils ne l'ont pas touché. Ben non, moi les premiers exemplaires viennent d'arriver, donc non. Voilà, il y avait la merveilleuse histoire de l'Europe et il y a la merveilleuse histoire de Souna Kali. Et on peut retrouver, Jennifer, on peut vous retrouver. Librairie. Voilà, librairie d'Aubernay. Oui, le 25 mai avec Nicolas Wills qui est un super illustrateur, un super BDiste. On sera tous les deux à Aubernay le 25 mai au matin. Tout s'affiche et l'après-midi, bouquinette de Strasbourg. bouquinette. Vous aurez une grosse journée. Jennifer, vous restez avec nous, Jean-Louis Valmigère aussi, bien évidemment Sabrina. Marc Alter est le président du fort de Chenambourg. C'est une association, quelques mots d'ailleurs sur ce fort de Chenambourg qui a plutôt du succès maintenant, qui marche bien. Hein. Oui, alors le fort de Chenambourg, il a beaucoup de superlatifs. Hein. Malheureusement, c'est l'ouvrage le plus bombardé de toute la ligne Maginot pendant la campagne de mai-juin 1940. C'est également le fort de la ligne Maginot le plus visité. Le site internet qu'il représente est le plus consulté. Nous avons 3500 connexions par jour de demandes de renseignements. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait d'humanisme tout à l'heure, et c'est une association franco-allemande, donc l'ALMA, qui s'en occupe, et nous en avons fait un pont entre les peuples. C'était une barrière au moment de la guerre, et pour nous, c'est un pont entre les peuples. D'ailleurs, 60% de nos visiteurs, je n'aime pas le mot étranger, ne sont pas français, et c'est probablement bien plus connu à l'étranger qu'en France. Alors c'est intéressant de voir ces images justement parce que ce fort-là, il y a une partie extérieure et une partie incroyable à l'intérieur. Combien de personnes vivaient dans ce fort-là? Alors il y avait 630 soldats en 1940, des soldats français dans l'ouvrage. Et pour l'histoire, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Figurez-vous que ce n'était pas une page de gloire des gens qui gouvernaient à l'époque. On a oublié 22 000 soldats dans la ligne Maginot pendant une semaine au mois de juin 1940. C'est-à-dire qu'on leur a dit qu'il fallait résister, qu'il ne fallait pas que les Allemands passent dans la région. Ça a été attaqué et bombardé. Ils ont rempli leur devoir jusqu'au bout. Vu la débâcle et la défaite abominable qu'il y a eu à l'époque, eux sont restés et on ne savait plus qu'ils étaient là. Et ce sont les Allemands, Adolf Hitler, qui aurait voulu visiter la ligne Maginot, mais qui n'a pas pu le faire parce que les Français étaient encore dedans. Eux s'en sont souvenus. Et fin juin, après l'armistice, des officiers supérieurs français sont venus étonnés de voir qu'il y avait tout ce monde dans la ligne Maginot qui résistait. Et la récompense, eh bien, ils sont partis 5 ans en captivité en Allemagne sans avoir été vaincus. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette actualité qui aurait dû se faire demain en raison d'une météo et de vent. Eh bien, ça sera reporté de quelques jours. Je vais simplement vous expliquer cela. Vous allez procéder au lancement de 2 ballons dans la stratosphère. C'est sur le même principe que des bretzels, les bretzels de l'espace. On va rappeler bretzels de l'espace, c'est ces étudiants un peu fous qui avaient fait cette expérience. Oui, c'était l'année dernière. Donc, pour les bretzels, on ne savait pas si c'était un ou une bretzel. Donc, ils avaient fait cette expérience. Et puis là, moi, je suis entré en contact par le biais de mon fils et d'autres personnes avec des étudiants et les responsables de l'ECAM, de l'école Europe. L'école des arts et métiers. De Strasbourg, ECAM Europe. Et on a décidé de refaire un projet qui servait de projet pédagogique pour ces élèves ingénieurs pour les aider, et se sont greffés là-dessus, donc nous, le fort de Chenambourg, pour faire une promotion et une action un petit peu spéciale. Alors, Marc, c'est un ballon de 3 kilos, écoutez bien, 3 kilos, gonflé à l'hélium, il va monter dans la stratosphère à 35 km, il est bardé de caméras, de capteurs qu'on va pouvoir suivre sur Facebook et sur les réseaux sociaux, et il y aura, alors on va venir aussi une expérience très étonnante, mais il y a aussi une rose de Chenambourg, c'est un hommage qui vous rend quelque part. Voilà, alors il y a la rose, ce qu'on appelle nous la rose de la paix, et en fait cette rose c'était une insigne de la ligne Maginot, parce qu'en 1938 il y a un général et sa femme, le général de Volgrenant, qui trouvait que c'était un petit peu tristouné dans la ligne Maginot. Il faut dire que les ouvrages n'étaient pas construits dans des zones touristiques, c'était plutôt perdu, et ils ont créé la rose pour égayer leur vie. Et c'est l'armistice aussi
aussi demain, c'était un symbole formidable. Voilà, c'est l'armistice demain, mais 1939, c'est le début de la guerre, il y a 80 ans. C'est ça. Et sur la rose, il y a des épines, et ça correspond un petit peu au barbelé de la ligne Maginot. Et donc une rose avait été créée, qui a disparu en 1940, et que nous avons retrouvée en Allemagne. Il y a quelques années, ça a été bouturé à la roseraie de Saverne. On a replanté des plants, donc nous avons la rose originale de la ligne Maginot qui va essayer de battre le record d'altitude des bretzels. On est bien en Alsace. Marc, il nous reste 2 petites minutes, je qu'on fasse le point. Il y a l'INSERM qui fait partie également de cette opération, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Ils ont fourni des cellules humaines qui seront également dans ce ballon sonde afin d'étudier l'impact des rayons sur ces cellules dans la lutte contre le cancer des spationautes. Oui. Ça a vraiment du sens, quoi. Ça a du sens, et c'est une première en Alsace du Nord et dans le monde, puisqu'il y a aussi des capteurs de pollen, des capteurs de rayons UV à cette altitude, avec des... Alors c'est très technique, hein, donc moi, tout ce qui est électronique technique, enfin là, ils savent très bien ce qu'ils font, et nous, on est absolument ravis de participer à ça et d'être initiateurs sur un lieu qui a connu la guerre et qui représente maintenant la paix. Voilà. Je croyais qu'ils envoyaient des ballons de foot. Non. Ah non. Mais ça, tu pourrais en mettre un jour, ça serait... Voilà, parrainé par le Racing Club de Strasbourg. Ça serait pas mal, un ballon à 35 km de haut. Et effectivement, on va mesurer la qualité de l'air, des particules fines, de l'ozone. C'est une première mondiale. On va même voir les pollens. On va s'en occuper. Et alors, durant ce vol, puisqu'il y a la rose, il y a les pollens, il y a des tests de communication grandeur nature par une start-up qui s'appelle Stratagem. Oui. Je suis allé voir sur Internet. C'est vraiment une start-up extrêmement innovante qui vont faire des tests de technologie radio à 35 km. En principe, donc, les ballons devraient monter et ensuite ils éclatent. Quand ils arrivent, ils redescendent en parachute et ils sont suivis électroniquement et récupérés, si tout va bien, en Allemagne. Exactement. Ça devait se faire demain. C'est reporté à samedi, mais là, samedi, météo n'est pas très bonne. On doute aussi. Donc, on ne va pas du tout l'allumer. On va juste le repousser parce que c'est tellement intéressant et tellement important pour nous que ça sera repoussé. Mais là, on préviendra tout le monde lorsque la chose se fera. Ça sera certainement au mois de mai ou au mois de juin. Voilà, opération formidable. Super. Hein. Ça fait partie des belles petites pépites qu'on aime comme ça dévoiler ici sur Alsace 20. Allez, juste avant de partir dans le tour des cantons avec une belle opération, ce sera dans quelques instants, c'est de l'insertion professionnelle des personnes avec des autistes. Je voudrais juste qu'on termine sur la merveilleuse histoire de l'Europe. Une petite définition, Jean-Luc de Valmigère, sur l'humanisme rhénan. Qu'est-ce que c'est pour vous l'humanisme rhénan ? Oula. Vous avez 20 secondes. J'ai 20 secondes. C'est le début du fait de mettre l'humain au centre de la pensée et comment dirais-je, et pas autre chose. C'est-à-dire que l'homme devient vraiment le centre de la pensée et ça se passe dans le bassin rhénan. Après, ça s'étale sur toute l'Europe, mais ça vient de notre région. Voilà, c'est nous, l'Europe rhénane, c'est ce qu'on peut dire, notre territoire. Merci Jean-Louis, merci Jennifer, Marc, Sabrina. Je vous souhaite de passer une bonne journée demain. Demain, ce sont les best-of de nos programmes. Oui, c'est le 8 mai pour toute l'équipe et on repart avec le tour des cantons sur l'insertion professionnelle avec des jeunes autistes. C'est signé d'Adrien Lavie. Bon week-end à jeudi. Bon long séjour à jeudi. Cet après-midi, nous avons rendez-vous avec Dalva Wild. Dalva est auteure, artiste lyrique, compositrice et autiste. Une spécificité qui nourrit ses créations et ses engagements. Une spécificité également mal connue du grand public. En France, on estime qu'entre 0,7 et 1% de la population a un trouble du spectre de l'autisme, trouble qui peut être plus ou moins sévère. Mais pour beaucoup, l'autisme reste une maladie mentale, ce qu'il n'est pourtant pas. On a un système, nous autistes, un système cognitif qui est différent des non-autistes, dont des neurotypiques. On a un esprit d'analyse très exacerbé, on a une sensibilité exacerbée et on a une créativité exacerbée également. On a la manie du détail, on est très assidu au travail, on n'arrête pas le travail tant qu'il n'est pas fini. Et on peut être vraiment excellent dans certains domaines.
Façon d'être au monde, l'autisme peut s'exprimer de bien des manières chez les personnes et être plus ou moins handicapant. S'il existe peu de données fiables en France, on estime que seuls 1 à 10% des personnes diagnostiquées auraient un emploi à temps complet. Au niveau européen, entre 76 et 90% des personnes avec autisme seraient au chômage. Par rapport à l'emploi, c'est un vrai problème en France. Et la plupart des autistes en France sont au RSA ou au chômage. Et moi, pour ma part, quand je suis en France, je ne travaille pas. À cause de ma particularité, et parce que quand je me présente quelque part, comme j'ai une particularité et que je suis un peu spéciale dans mon rapport aux autres, je ne suis pas engagée. Il y a encore une vingtaine d'années, parler de l'emploi des personnes avec autisme aurait été impossible. Aujourd'hui, après des années de mobilisation des familles et des personnes elles-mêmes, le sujet arrive peu à peu sur le devant de la scène. À l'hôtel du département se tient une conférence sur l'insertion professionnelle des personnes avec autisme qui, contrairement aux idées reçues, ne manquent ni de talent ni de compétences. Alors elles ont des atouts certains parce qu'elles ont une pensée originale, souvent, différente des neurotypiques comme on nous appelle, et qui du coup peut être vraiment un plus dans l'entreprise. Les gros atouts des personnes avec autisme, ce sont des personnes de confiance, ce sont des personnes qui sont ponctuelles, qui sont fiables, qui respectent les règles et qui disent ce qu'elles pensent, avec les avantages et les inconvénients. Ils ne comprennent pas forcément qu'on n'ait pas envie de s'intégrer au groupe. Partie la plus difficile de la recherche d'emploi, l'entretien d'embauche qui apparaît comme une barrière très discriminante pour les personnes avec autisme. Difficile pour elles de jouer la comédie sociale attachée à cet exercice. On est d'abord évalué sur comment on va se présenter. Donc la façon de s'habiller, la façon de serrer la main et la façon de parler. Et nous les autistes, on n'a pas, comme on ne peut pas tricher, on n'arrive pas en fait à jouer ce rôle-là, de se présenter d'une certaine façon. Et en général, parce qu'on ne va pas forcément regarder dans les yeux, ou qu'on va avoir un regard fuyant, ou qu'on va avoir un peu l'air bizarre, on ne décrochera pas le poste. Au micro, le Centre de ressources autisme Alsace et l'association Action et Compétences présentent le dispositif Rêve de Bulle. Depuis 2015, ils visent à accompagner des personnes avec autisme vers l'emploi. Aujourd'hui, ce sont une vingtaine de personnes qui sont suivies en Alsace. L'accompagnant va faire le traducteur entre la personne et le jury. Et lorsqu'il y a un accompagnement, eh bien, lorsque la personne a des compétences, elle pourra accéder à un emploi. On fait de la dentelle, on s'adapte à chaque parcours, on part du projet professionnel de la personne, éventuellement de son niveau d'études ou de ses études. On évalue si c'est cohérent avec le marché de l'emploi et on essaye, on fait des stages, on teste la personne d'un point de vue opérationnel. Parce que quand on se rend compte que finalement le bagage intellectuel est présent avec un bon niveau d'études, il faut mettre en face la capacité à appliquer tout ce qui est dans la tête. La personne entrée dans le dispositif est amenée à travailler sur elle-même et à préciser son projet professionnel. Un travail d'information est aussi réalisé au sein des entreprises pour lever les freins à l'embauche. C'est pas tant les compétences qui pêchent, c'est vraiment de se dire mais comment on va l'intégrer dans l'entreprise, comment ça va être possible, il va être de son côté, il voudra pas s'intégrer, et ben c'est là tout notre job, quoi. C'est de se dire on est là pour faire la traduction, pour expliquer, pour rassurer, pour sensibiliser les employeurs, pour expliquer ce que c'est l'autisme et être présent aussi longtemps que nécessaire. Quand la personne démarre, quand elle fait son intégration, la présenter à tout le monde et puis être là une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et puis aussi longtemps que nécessaire, 1 an, 2 ans. Bonsoir. Si dans certains domaines comme l'informatique et les nouvelles technologies, des profils d'autistes à haut potentiel commencent à être recherchés pour leurs compétences originales, globalement le regard porté par le milieu du travail reste à faire évoluer. Il faut changer la façon de penser des chefs d'entreprise. Il faut qu'ils soient formés. Il faut les informer de ce qu'est réellement l'autisme, parce que l'autisme n'est pas forcément... effectivement, il y a des autistes qui sont déficients, mais même s'ils sont déficients, ils vont exceller dans un domaine. Moi, j'ai envie de dire, c'est que... Mais ce n'est pas toujours l'entreprise qui est prise en défaut, comme en témoigne le cas de ce jeune homme autiste embauché dans une supérette. Mais il se trouve que des clients se sont plaints et ont écrit au siège social, qu'il y a eu plusieurs plaintes et que le siège social a fait pression sur le patron
pour se débarrasser de la personne. L'éducation nationale avait fait son travail, cette personne était arrivée à obtenir un CAP. Quelque part, l'entreprise aussi avait fait son travail d'inclusion. Mais nous, comment sommes-nous prêts à accueillir les gens différents ? Et vous, quelle place seriez-vous prêt à faire à un collègue ou un collaborateur avec autisme ? Nous, là, et ça, c'est l'inscription.